Comment ils vont? Vous voyez ce championnat américain là? Où des voitures carrées font 500 tours sur des circuits ovales? Ça vous dit rien ça? C'est bien ce que je me disais. Et oui, aujourd'hui je vous parle du plus grand championnat automobile américain, la NASCAR. Et calmez-vous, je vous vois venir. Vous allez me dire le NASCAR c'est pourri, c'est des caisses qui se ressemblent, qui font 8000 tours, ça n'a aucun intérêt. Calmez-vous et détrompez-vous. Vous savez ce que ça veut dire déjà NASCAR? Parce que c'est pas un mot, hein, c'est un acronyme. Ah bon? C'est bien ce que je me disais aussi. À partir du moment où ça roule à 320 à l'heure, je pense qu'on peut montrer un peu de respect. T'inquiète, dans cette vidéo je vais tout expliquer. Et je te préviens, t'es pas prêt. T'es pas prêt pour les caisses, t'es pas prêt pour les règles, t'es pas prêt pour le show. Allez, on en parle. Pour ne rien rater de ce qui arrive sur la chaîne, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce levé et profite de la vidéo. Commençons par le commencement. La NASCAR, c'est quoi? D'abord NASCAR pour National Association of Stock Car Auto Racing. Maintenant vous savez. Un peu d'histoire pour commencer, parce que le passé de cette discipline est plutôt intéressant. Vous allez voir. Et oui, parce que les origines de la NASCAR sont liées à la contrebande d'alcool aux US, du temps de la prohibition, dans les années 30. Wait, what did you just say? Je vous avais dit que vous saviez pas tout. Pour échapper plus facilement à la police, les trafiquants modifiaient les moteurs de leur voiture pour les rendre plus rapides. On est un peu sur l'ancêtre des go-fast quoi. D'ailleurs, le modèle le plus célèbre pour ces activités était le Ford 1940 coupé V8. Moteur qui était remplacé par un groupe propulseur Cadillac d'ambulance, toujours V8 mais hyper puissant. Disons-nous-le, un truc comme ça. Une bombe. Dans tous les sens du terme, puisqu'avec les litres d'alcool qu'il transportait, t'avais pas intérêt à avoir un accident. Du coup, des courses entre contrebandiers ont commencé à être organisées, les courses de stock car. Alors dans un premier temps, elles étaient sauvages, hein. Elles se faisaient sur la route ou sur des chemins de terre. D'ailleurs, elles sont surtout célèbres dans les États du Sud. Et donc par-ci par-là, des associations commencent à se créer pour réguler les courses. Puis, voyant que cette pratique devient quelque chose à l'échelle du pays, un groupe de pilotes propose d'organiser une réunion pour standardiser certaines règles au niveau fédéral. Ce groupe est mené par un certain Bill France, et donc, en 1948, c'est la naissance de la National Association of Stock Car Auto Racing. La NASCAR, donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi. La première course a lieu sur la plage de Daytona cette même année, et le premier championnat se tient en 1949, et on parle de Strictly Stock Division. C'est-à-dire que seules les voitures de série sont autorisées à rouler. En gros, elles ne doivent pas être modifiées. Vous l'imaginez, dans un premier temps, les livreurs sont tout simplement des livreurs d'alcool qui ont envie de se la donner sur un circuit. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Bah si. C'est pas terminé. En fait, on va rapidement commencer à autoriser des modifications sur les voitures, parce qu'on se rend compte que les voitures de série ne sont pas du tout faites pour ça. C'était hyper dangereux et on a vu beaucoup d'accidents, du coup on commence à assouplir la règle du Strictly Stock Division. Ça s'est fait petit à petit. Dans un premier temps, on a laissé faire des modifications au niveau des pneus et du moteur, et puis on en est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire une carrosserie avec un monstre à l'intérieur qui n'a strictement rien à voir avec une voiture de série. D'ailleurs c'est marrant parce qu'avec la fascination que ce sport a déclenché aux US, les constructeurs ont commencé à développer des pièces pour la course. Donc des pneus, des barres anti-rapprochement, tout plein de trucs pour que les pilotes puissent modifier leur caisse à souhait. En 1950, on décide donc de renommer la Strictly Stock Division en Grand National. Au fil des années, il va y avoir des évolutions, et on va imposer des normes de sécurité de plus en plus importantes. On atteint vite des vitesses de plus de 300 km/h quand même. En 1971, la compétition va opérer un changement majeur, puisqu'elle va s'ouvrir au sponsoring. En gros, elle va proposer du naming, donc par exemple, elle va s'appeler la Winston Cup jusqu'en 2003, puis il y aura la Nextel Cup, etc. Vous connaissez le délire, vous suivez la F1. Autre truc important les gars, ça se passe en 82, et c'est la création de la Busch Series, qui s'appelle maintenant la Xfinity Series, qui est donc comme une deuxième division de la NASCAR. Et c'est important parce que des séries comme ça, va y en avoir quelques-unes. Par exemple, en 95, on va créer la Super Truck Series, c'est des pick-up qui font la course, et puis il y a des séries aussi au Canada et en Europe. Vous saviez pas ça, hein? Voilà pour l'histoire de cette discipline, bougez pas, on va parler des ovales. Alors de nos jours, la NASCAR peut rouler sur des circuits variés, mais en vrai à la base c'est les ovales. Un ovale ou anneau de vitesse, c'est une piste donc ovale avec un banking, où on tourne en rond. D'ailleurs c'est pas des ovales parfaits, on parle plus d'ellipses. On les classe par longueur, forme, surface, ou par degré d'inclinaison des bankings. Il y a 3 catégories d'ovales. Les short tracks qui font moins de 1 mile, les speedway qui font en général 2 miles, et les super speedway qui font au moins 2 miles. Pour ceux qui ne savent pas, 1 mile c'est 1,6 km. En ce qui concerne les formes, il y en a aussi plusieurs. Donc il y a les ovales classiques en forme de 0, les ovales en forme de D qui sont les plus courants, et sinon il y a les tri-ovales qui sont en forme de triangle, donc avec une ligne droite qu'on peut qualifier de coudée. Pour finir, je parlais tout à l'heure du banking, donc de l'inclinaison du virage. Il faut savoir qu'il est là pour une raison en fait, c'est qu'il permet de garder la vitesse dans le virage. Et donc les inclinaisons peuvent être constantes dans un virage, ou alors progressives. Bon je vous vois venir encore là. Vous allez me dire ça va, piloter sur un ovale c'est facile, c'est comme une ligne droite. Je pense que vous vous rendez pas très bien compte. Parce que ces caisses-là, c'est pas des Formule 1. Hein. L'appui aéro n'a rien à voir. Autant vous dire qu'il y en a beaucoup moins. Là, à la moindre glissade, t'es dans le mur. Hein. Alors à la limite, si t'es seul sur l'ovale, tu vas avoir du grip.
c'est pas évident, mais au moins t'auras ça. Mais en peloton, c'est une vraie galère. À ces vitesses-là, c'est ni plus ni moins qu'un exercice d'équilibriste. Dès que t'es dans l'aspiration d'une voiture, tu perds l'appui. Faut que tu gères tes pneus aussi. T'imagines l'air sale dans cette catégorie? Alors c'est pas la F1 avec ses détails et ses aspérités aéro, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est un exercice difficile. En plus, je sais pas si vous avez capté, mais il tourne constamment à gauche. Et les voitures sont réglées pour ça. Ça doit être hyper perturbant. D'ailleurs, Romain Grosjean l'avait dit, quand il est arrivé en IndyCar, pour lui c'était hyper difficile puisqu'il devait tout réapprendre. Les sensations étaient complètement différentes. On l'entend souvent, il y a pas mal de pilotes de F1 qui n'ont pas forcément envie de se frotter au championnat américain parce que c'est trop dangereux à cause des ovales. Et ça aussi, je suis sûr que vous le saviez pas. Bref, la NASCAR court sur des ovales, et ça rend les choses particulièrement intéressantes. Entrons un peu plus dans le vif du sujet, messieurs, dames, on va voir comment la NASCAR fonctionne. D'abord, les voitures. Il y a actuellement 3 constructeurs, donc Ford qui aligne la Ford Mustang GT, Chevrolet avec la Camaro ZL1 et Toyota avec la Camry. La cylindrée c'est du V8 5 litres 86, un truc qui fait un joli bruit. On est sur une boîte manuelle à 4 vitesses, 725 chevaux, 1565 chevaux minimum avec le pilote et le carburant. Empattement 2,794 m, pneus Goodyear. On va dire qu'on a la base. Alors je vous l'ai dit, il y a plein de séries dans la NASCAR, mais il y en a 3 aux US. Donc la Cup Series, celle que vous avez en tête, la Xfinity Series, donc la deuxième division dont je parlais tout à l'heure, et la Craftsman Truck Series, donc les pick-up. Vous me suivez? On va se concentrer sur la Cup Series, sinon on va se perdre. Et juste avant de parler du calendrier, on va aller dans le détail dans le week-end. Alors le samedi, on va avoir une session d'essai suivie de très près par les qualifs, et le dimanche, on aura la course. Faut savoir que ces courses sont divisées en plusieurs segments, donc 3 pour les épreuves régulières, 4 pour la Coca-Cola 600. Je vous explique ce que c'est très vite. Du coup, par exemple, on va séparer une course de 300 tours en 3 segments de 100. C'est comme si on avait 3 courses dans une course, et celui qui est le leader à la fin du dernier segment est le vainqueur du Grand Prix. En anglais, on appelle ça des stages. En fait, ça permet d'ajouter des éléments de stratégie, de faire plusieurs restarts, donc d'avoir plus de spectacles et aussi d'avoir des pages de pub plus longues. Je suis pas hyper fan, mais c'est comme ça, c'est les US. Je sais, j'ai passé un peu de temps dessus, mais c'est important pour la suite et je vous préviens, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Du coup, un calendrier, ici, c'est 26 courses. On commence toujours en février sur le mythique circuit de Daytona, et on se balade aux USA et parfois au Canada. A noter qu'en début de saison, on fait une sorte de prologue avec les 15-20 meilleurs pilotes qui s'appelle The Clash. Récemment, ils l'ont fait dans un stade, sur une piste de 400 mètres, c'était une dinguerie. La longueur de chaque course est entre 300 et 500 miles. Par contre, il y a une course qui s'appelle la Coca-Cola 600, qui est donc le marathon de la saison. A savoir qu'à la mi-saison, il y a un événement qui va vous surprendre, la All-Star Race. En fait, c'est une course sur laquelle le vainqueur prend $1 million, et c'est tout. Alors là, attention, les pilotes ayant déjà gagné des courses en NASCAR sont qualifiés d'office. Pareil pour ceux qui ont déjà gagné la All-Star Race. Pour les autres, il y a 2 autres moyens de se qualifier. C'est soit en participant au All-Star Open, soit en gagnant le fan vote. Le All-Star Open, c'est 2 petites courses de 50 tours avec la voiture en l'état, ce qui veut dire qu'on ne la touche pas entre les deux. Bienvenue aux États-Unis. Honnêtement, même si je l'appliquerai pas à la F1, c'est pas pour me déplaire. Ensuite, le championnat. En NASCAR, il y a 40 voitures, donc on a littéralement 2 grilles de F1. Dédicace à Stefano et son refus de faire entrer Andretti. Et tout le monde marque des points, du premier au dernier. Le premier en marque 40, le deuxième 35, puis on descend jusqu'au 36e et à partir de là, tout le monde marque un point. Mais comment ça se fait? Ouais, donc t'as une vraie prime à la victoire. Par contre, finir P40 ou P36 au championnat, c'est la même chose. À la fin de ces 26 courses, il y a un champion au point. Ce champion est couronné et il gagne 15 points pour les playoffs. C'est quoi cette histoire? Et oui, c'est pas fini. Les playoffs, c'est un tableau de 16 pilotes qui se battent pour le trophée ultime. Comment se qualifier? Eh ben c'est simple, comme ils disent là-bas, win and you're in. En gros, ceux qui ont gagné des courses pendant la saison régulière sont qualifiés. Et s'il reste des places libres, elles sont déterminées au point de playoff marqué pendant la saison. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je sais, il faut suivre. En fait, tout au long de l'année, les pilotes marquent aussi des points playoff, donc pour cette partie spécifiquement. Du coup, tu marques des points pour les playoffs pendant la saison régulière, donc avant les playoffs et pendant les playoffs. Vraiment, je sais, c'est galère. Bon, pour le coup, le système des points playoff est assez simple. Si tu gagnes le stage 1 ou le stage 2 d'une course, c'est 1 point par victoire de stage. Donc je parlais de segment tout à l'heure. Si tu gagnes une course, c'est 5 points playoff. Et si tu gagnes le championnat de la saison régulière, c'est 15 points, je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, si t'es P2 au championnat, tu prends 10 points. Et ça descend jusqu'à 1 point pour le 10e. Notez bien les gars que les 16 pilotes qualifiés sont éligibles à la victoire finale. Par contre, tous les pilotes sont présents sur la grille. Donc un pilote non éligible peut tout à fait jouer un rôle en volant une victoire ou en s'intercalant. Pour résumer, la saison régulière sert à déterminer les 16 pilotes qui vont participer aux playoffs, et c'est vraiment ça qui détermine le champion. Après, en soi, les playoffs, c'est un tableau. On remet les points playoffs à 0 au début des playoffs, je sais, je dis beaucoup playoffs, puis c'est 10 courses sur des speedways différents répartis sur 4 rounds. Et on élimine 4 pilotes à chaque round. Du coup, ça fait 3 courses pour le round of 16, 3 pour le round of 12, 3 pour le round of 8, et 1 pour le round of 4. Si tu gagnes une course, t'es qualifié direct pour le tour suivant, puis les 4 derniers au point à la 3e course sont éliminés. Je vous laisse imaginer la pression et les dingueries sur la course 3 à chaque fois. Enfin, avant la dernière course, on remet encore une fois les points à 0. Et là, c'est winner takes all. Je comprends pourquoi ça les gêne pas les sprints. Hein. Bref, voilà pour les points et le championnat. Ensuite, on en entend parler souvent,
mais jusqu'à très récemment, on courait pas sous la pluie. Les voitures n'y étaient pas conditionnées. Et bien aujourd'hui, la NASCAR roule dans des conditions de pluie légères sur certains circuits, puisqu'elle dispose d'un kit pluie. Et ça fait plaisir. Et enfin les gars, j'imagine que vous avez vu ce truc hallucinant sur les réseaux. Le mec est un génie. Il s'est cru dans un jeu vidéo. Si vous avez mal compris, il est allé jeter sa caisse contre le rail de sécurité et a gagné 5 places dans le dernier tour. Et ben sachez que ce genre de manœuvre a été interdit, donc on ne devrait pas le revoir. Pour ajouter des petites choses, sachez qu'il n'y a qu'un seul style de pneu, donc c'est pareil pour tout le monde tout le temps, que la safety car s'appelle le pace car et que le modèle dépend du sponsor de la course, et que les règles liées au retardataire sont un peu spéciales. Je vous explique, c'est intéressant. En fait, quand tu as un tour de retard et que le leader te rattrape, tu peux défendre ta position tant que tu es encore dans le même tour que lui. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de te défendre contre le deuxième par exemple, puisque tu serais à un tour du premier. Faut savoir aussi que quand il y a un drapeau jaune ou une fin de segment, le premier des pilotes qui est à plus d'un tour du leader peut reprendre son tour. Du coup, on peut avoir des batailles pour être à cette position-là. Et enfin, dernier truc drôle, les voitures n'ont pas de compteur de vitesse, donc on fait au régime moteur pour la vitesse dans les stands. T'as pas intérêt à te tromper. Voilà ce qu'il y avait à savoir à ce niveau-là sur la NASCAR, mesdames et messieurs. Vous en pensez quoi sinon? Alors malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de me rendre sur un événement de NASCAR. Ça arrivera peut-être un jour, on croise les doigts. Mais je crois savoir que c'est un spectacle assez incroyable. Attends, des voitures de fous, des pilotes de fous qui roulent comme des fous sur des pistes ovales, c'est juste un délire. Il y a des cartons de partout, il y a l'accident classique de l'arrivée. Honnêtement, c'est quelque chose. Aux États-Unis, quand on pense sport automobile, on pense NASCAR. Vu d'ici, on se rend pas compte, mais c'est un sport hyper populaire. On n'est pas loin de la centaine de millions de fans presque juste aux US, c'est fou. En plus, il y a un vrai lifestyle NASCAR. Les gens qu'on voit sur les circuits là-bas, c'est des vrais fans. Il y a du folklore de ouf. Les gens vivent NASCAR, mangent NASCAR, s'habillent NASCAR. La totale. En plus, faut le dire aussi, les événements sont hyper axés sur les gens. Les voitures et les pilotes sont très accessibles. Globalement, c'est incomparable à la F1. Attends, les mecs peuvent être sur la piste jusqu'à quelques minutes avant le départ. C'est incroyable. Alors encore une fois, j'y suis jamais allé, mais ça a l'air d'avoir un petit goût particulier. Qu'on aime ou pas. La cérémonie du départ avec les pilotes qui sont proches des gens, le fameux Drivers, start your engines! C'est mythique. Attends, il y a un prêtre qui fait une prière avant la course, s'il te plaît, pour bénir les voitures et les pilotes. L'arrivée, c'est fou aussi, ça me régale. La préparation de cette vidéo m'a vraiment donné envie d'y aller. En plus, il y a un vrai aspect business, hein. Là, je vous parle au-delà du spectacle et tout. C'est ce qu'on appelle le Win on Sunday, Sell on Monday. Alors ça s'applique aussi à la F1, mais là, littéralement, c'est des bolides de course qui sont déguisés en voitures familiales. Et oui, parce que c'est aussi le principe des voitures de série. Les gens ont envie d'aller voir gagner leur voiture. Quand tu te balades sur le circuit, tu vas voir des stands avec la bagnole de course et sa sœur jumelle que tu peux acheter juste à côté. Donc la NASCAR, évidemment, c'est aussi ça. Un peu de business, beaucoup de folklore et une montagne de spectacles. Donc voilà, encore une fois, j'ai beaucoup aimé préparer ce sujet. Ça a été un vrai plaisir. Je vais voir si je peux pas essayer de lâcher un petit vlog à Daytona. En attendant, je vous invite à jeter un œil à la NASCAR. Dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette discipline. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!